Bonne fête du travail à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le président américain Donald Trump a annoncé hier avoir des raisons de penser que le coronavirus provenait d'un laboratoire de Wuhan. Il a ensuite évoqué la possibilité de mettre en place des taxes douanières punitives contre la Chine. Le locataire de la Maison-Blanche multiplie les attaques contre Pékin qu'il accuse de ne pas avoir su contenir l'épidémie de coronavirus alors qu'elle est apparue sur son sol. Mais pourtant, les renseignements américains affirment qu'ils ne savent pas d'où provient exactement le virus. Dans un rapport, ils déclarent qu'il est impossible qu'il ait été créé par l'homme ou modifié génétiquement. Donald Trump reproche également à la Chine son manque de transparence sur le nombre de morts causés par le virus et la menace des représailles économiques. Toutes ces accusations de la part des États-Unis, le gouvernement chinois les nie à bloc. Sur la scène internationale, Pékin veut se montrer exemplaire dans la gestion de la crise, notamment venant à l'aide de nombreux autres pays en leur fournissant par exemple des équipements médicaux et des experts. Les médias chinois accusent eux aussi de leur côté les États-Unis de ne pas avoir pris la crise sanitaire de coronavirus au sérieux dès le début. Un nouveau dirigeant contaminé après le Britannique Boris Johnson. C'est le premier ministre russe qui a contracté le virus. Mikhail Mishustin, nommé en janvier 2020, sera placé en isolement. Le chef du gouvernement russe demande à tous les citoyens de prendre au sérieux le virus et sa propagation tout en respectant les mesures barrières. La Russie vient de franchir la barre symbolique des 1000 morts. Plus de 106 000 personnes ont été contaminées, principalement dans la région de Moscou. Plusieurs médecins se plaignent du manque de moyens de protection et de tests. Le Kremlin a dû reporter l'important défilé militaire annuel célébrant chaque 9 mai la victoire sur l'Allemagne nazie. Et puis le gouvernement libanais a approuvé son nouveau plan de relance. Avec celui-ci, le premier ministre Hassan Diab espère redresser son économie et convaincre la communauté internationale. À la clé, plus de 20 milliards de dollars d'aide. Le chef du gouvernement a déclaré que son pays allait demander un programme du Fonds monétaire international, estimant que ce plan de relance adopté allait mettre le pays sur la voie du sauvetage financier et économique. L'objectif de ce plan est aussi de faire passer la dette publique à moins de 100% du PIB. En défaut de paiement depuis mars dernier, le Liban doit rembourser une dette de 92 milliards de dollars, soit près de 170% de son PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. La livre libanaise est en chute libre depuis le début du mouvement de contestation en octobre 2019. Une situation aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a mis le pays à l'arrêt. Le gouvernement espère que ces annonces permettront de calmer ces manifestants mobilisés dans les rues depuis 3 nuits pour dénoncer la chute de leur pouvoir d'achat. Selon des estimations officielles, 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté et ces derniers mois, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi ou vu leur salaire réduit. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, n'en démord pas. Ses services n'ont pas cédé aux pressions de la Chine et n'ont pas édulcoré un rapport sur la désinformation autour du coronavirus. Nous ne nous sommes inclinés devant personne. Permettez-moi d'être clair. Nous sommes un service diplomatique. Nous maintenons des contacts permanents avec les représentants des pays tiers. Cela implique d'écouter ce qu'ils pensent de notre politique et de nos évaluations, a martelé Joseph Borrell, auditionné par les députés européens. Le haut représentant a évoqué l'existence de 2 documents, l'un destiné à être rendu public et consultable sur le site du service pour l'action extérieure, l'autre à usage interne. Ce dernier, qui a fuité dans la presse, est nettement plus sévère à l'égard de la Chine et fait référence à une campagne de désinformation mondiale. Embarrassé par l'affaire, Joseph Borrell s'est engagé à rechercher l'origine de la fuite, mais pour l'eurodéputé Bart Grotius, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Les documents parallèles évoquent notamment des pressions chinoises pour empêcher que Wuhan ne soit mentionné comme étant l'origine du virus. L'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne appelle pour sa part à ne pas céder à une vision manichéenne. Édulcoration ou pas, la désinformation ne s'est jamais aussi bien portée en cette période de pandémie.
L'Europe entre dans une zone de turbulence économique, conséquence de la crise sanitaire liée au Covid-19 et d'une activité au point mort. Le chômage bondit dans les pays de l'Union alors qu'une récession se profile. Au cours du dernier mois écoulé, l'Allemagne a enregistré plus de 370 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, portant le taux de chômage à 5,8%. L'Espagne compte de son côté plus de 3,3 millions de chômeurs avec une hausse de 120 000 inscriptions en l'espace d'un mois. Les États tentent d'amortir le choc par le biais des mesures de chômage partiel, mais les difficultés s'annoncent dans la durée. D'après les chiffres de l'Office européen des statistiques publiés hier jeudi, en mars, le taux de chômage a atteint 7,4% dans la zone euro, soit une hausse de 0,1% en l'espace d'un mois. Même hausse sensible dans l'ensemble des 27 où en moyenne 6,6% des actifs sont touchés par ce phénomène. Un peu de sport dans ce journal. Champion de France pour la 9e fois de son histoire. En tête de la Ligue au moment de son interruption début mars dernier, le Paris Saint-Germain a été officiellement sacré ce jeudi. Il est donc qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, tout comme son dauphin, l'Olympique de Marseille, 7 ans après sa dernière participation, RN 3e sur le podium. Pour arriver à ce classement, la Ligue de football professionnel se base sur un système de caution applicable aux 27 journées disputées intégralement. Le classement prend en compte un indice de performance selon le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. C'est la même règle que celle adoptée par la Fédération française de football, a indiqué le directeur général de la Ligue de football professionnel, Didier Quillot. Un classement final que l'OL de Jean-Michel Aulas, 7e, a bien du mal à digérer. Qualifié en Coupe d'Europe chaque année depuis 24 ans, le président Rodonian militait pour un système play-off pour la fin de saison. Il envisage désormais un recours en deuxième partie de classement. Amiens 19e et Toulouse 20e sont relégués en Ligue 2. Mais le président toulousain réfléchit lui aussi à faire appel. C'est sur cette note en sport que nous clôturons cette édition. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas les gestes barrières. Nos programmes se poursuivent sur les antennes de JBS Télévision. À très bientôt.